Je quittais la soirée d'entreprise de ma femme quand j'ai entendu des bruits provenant des toilettes qu'aucun mari ne devrait jamais entendre. Elle en est sortie en ajustant ses cheveux. Puis, j'ai découvert le compte bancaire caché. Les appels secrets. Le garçon que j'avais élevé pendant 9 ans. Et l'homme qu'elle nous cachait à tous les deux. Elle pensait avoir déjà gagné. Elle se trompait. Je m'appelle Clément Mercier. J'ai 51 ans et je possède une entreprise de plomberie et de chauffage à Lyon. Je l'ai lancée de rien il y a 22 ans avec une vieille camionnette d'occasion et 2 employés. Aujourd'hui, j'ai 14 gars sur ma liste de paie, une solide réputation dans le métier et assez de chantiers prévus pour faire tourner la boîte pendant les 2 prochaines années. Je ne suis pas un homme tape à accent grave-l'œil. Je ne conduis pas de voiture de luxe et je ne porte pas de costume pour impressionner qui que ce soit. Ce que j'ai, je l'ai construit de mes mains et j'en étais fier. J'ai épousé Noémie il y a 5 ans. Elle en avait 33, j'en avais 42. Elle avait un petit garçon de 4 ans nommé Théo, issu d'un précédent mariage qui s'était terminé, me disait-elle, parce que son ex-mari, Rémi, ne supportait tout simplement pas les responsabilités d'une famille. Elle affirmait qu'il était parti quand Théo avait à peine 1 an. Je l'ai cru. J'ai pris le relais. Je suis devenu le père de Théo dans tous les sens du terme. Nous étions même convenus très tôt de lui dire la vérité à ses 18 ans, que je n'étais pas son père biologique, mais que je l'avais choisi. C'était censé être notre plan, un plan honnête et décent. Noémie travaillait comme responsable administrative dans un cabinet d'avocats de taille moyenne dans le quartier de la Pardieu. Un bon salaire, un environnement professionnel, le genre de job où l'on porte des vêtements chics et où l'on assiste aux événements de l'entreprise. Ces soirées étaient une constante dans son calendrier. La plupart du temps, je n'y allais pas. Non pas que je m'en fichais, mais je ne me sentais pas à ma place au milieu des blazers et des verres de vin. Donnez-moi un chantier et un thermos de café n'importe quand. Mais le jeudi précédant les vacances de Noël, Noémie a insisté. C'est la soirée annuelle, disait-elle d'un ton qui ne laissait aucune place au débat, mon patron s'attend à ce que les conjoints viennent, c'est important pour moi, Clément, s'il te plaît. Alors, j'y suis allé. L'événement se déroulait sur un rooftop dans le quartier de la Confluence. Murs de verre, chauffage de terrasse, une vue sur les toits de Lyon qui aurait été impressionnante si je n'étais pas déjà en train de compter les minutes avant de pouvoir partir. Noémie était magnifique. Elle l'était toujours quand elle s'apprêtait. Une robe rouge sombre, les cheveux parfaitement coiffés, un sourire éclatant. Elle m'a embrassé sur la joue en entrant puis s'est rapidement éclipsée dans la foule comme une traînée de fumée. J'ai passé la première heure au bar à boire de l'eau gazeuse, saluant poliment des gens dont j'oubliais les noms à la seconde où ils les prononçaient. Noémie était dans son élément, riant, passant d'un groupe à l'autre, son verre jamais vide. Je la regardais et j'essayais de comprendre quand exactement nous avions cessé de former une équipe dans ces moments-là. Vers 22h30, j'ai estimé que j'avais fait mon devoir. J'ai posé mon verre, récupéré ma veste au vestiaire près du couloir et me suis dirigé vers la sortie. C'est là que je l'ai entendu. Cela venait de derrière la porte marquée « Toilettes », au bout d'un court corridor juste à l'écart de la salle principale. Ce n'était pas la musique, ni la foule, c'était autre chose. Des voix basses, le rire d'une femme, rapide et étouffé, comme quelqu'un qui essaie de ne pas faire de bruit. Et puis un son qui m'a frappé en plein cœur. Le genre de son qu'aucun mari ne devrait jamais entendre venant de derrière une porte close lors d'une soirée de travail de sa femme. J'ai arrêté de marcher. Je suis resté là, dans ce couloir, ma veste à moitié enfilée, et j'ai écouté. Ma femme n'avait aucune idée que j'étais juste derrière cette porte. La poignée a bougé. Un homme est sorti le premier. La quarantaine, bien habillé, ajustant ses boutons de manchette avec le calme de quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Il ne m'a pas remarqué. Une seconde plus tard, Noémie suivait. Son rouge à lèvres était étalé. Ses cheveux étaient défaits. Elle souriait à quelque chose qu'il disait jusqu'à ce qu'elle tourne la tête et me voilà. Le sourire est mort. Clément. Sa voix est sortie plate et tranchante à la fois. Qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme et j'ai senti quelque chose devenir très froid en moi. Pas de la rage, pas du chagrin, quelque chose de plus glacial que les deux. Je partais, j'ai dit, on dirait que j'aurais dû partir il y a 1 heure. Elle m'a suivi dehors. Je ne lui ai pas demandé de le faire.
Elle est simplement apparue à mes côtés alors que je poussais la porte vitrée pour affronter l'air frais de novembre, ses talons claquant fort sur le trottoir comme si c'était elle qui avait des raisons d'être en colère. « Clément, arrête. » Sa voix était sèche. « Arrête et écoute-moi. » Je me suis arrêté, non pas parce qu'elle me le demandait, mais parce que j'avais besoin d'une seconde pour m'assurer que j'allais dire ce que j'avais à dire sans perdre mon sang-froid. Je me suis retourné. La fête sur le toit bourdonnait au-dessus de nous. La rue était calme. Un taxi est passé sans s'arrêter. « C'est qui ? » ai-je demandé. Noémie a croisé les bras. Elle avait attrapé son manteau en sortant mais ne l'avait pas mis, et elle le serrait contre sa poitrine comme un bouclier. Il s'appelle Damien. Damien Faure. Il travaille au département des contrats du cabinet. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement tous les deux dans ces toilettes, Noémie ? Elle a détourné le regard. Un muscle a bougé dans sa mâchoire. Ce n'était rien. On avait trop bu. Ça a dérapé une minute. Ça ne se reproduira pas. J'ai laissé ces mots flotter entre nous un instant. Ça a dérapé, j'ai répété, c'est ton explication ? Clément, je ne vais pas rester ici à me faire interroger en pleine rue. Tu resteras là, j'ai dit en gardant une voix calme, et tu me parleras comme à ton mari, parce que c'est ce que je suis. Ou du moins, c'est ce que je pensais être. Elle a tressailli très légèrement. Puis son expression a changé. J'avais déjà vu ce changement auparavant. Ce pivot qu'elle faisait quand elle se sentait acculée, quand sa meilleure défense était l'attaque. Tu veux savoir pourquoi des choses pareilles arrivent ? A-t-elle lancé. Parce que tu n'es jamais présent, Clément. Tu rentres à la maison en sentant la soudure et la graisse, tu manges et tu t'endors devant la télé. C'était quand la dernière fois que tu m'as vraiment regardé ? Et voilà. Le détournement. Sa façon de prendre quelque chose qu'elle avait fait et d'en faire un procès sur mes échecs. Je l'avais déjà vu faire ça. Pour de petites disputes, de petits moments, mais jamais comme ça. Jamais avec autant d'enjeux. Je te regarde tous les jours, j'ai dit. Je te regarde quand je signe les chèques pour l'école privée de Théo. Quand je répare la fuite sous l'évier que tu oublies toujours de mentionner, quand j'emmène le petit au foot parce que tu travailles tard, encore une fois. J'ai fait un pas vers elle. Ne fais pas ça, Noémie. Ne reste pas là à transformer tes actes en une faute de ma part. Ses lèvres se sont serrées. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose de vrai briller dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Puis cela a disparu. Je ne dis pas que c'est de ta faute, dit-elle plus doucement maintenant, je dis que nous avons des problèmes depuis longtemps et qu'aucun de nous n'a voulu les affronter. J'y aurais fait face si tu étais venu me voir. C'est ce que font les gens mariés. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée, debout dans le froid. La femme avec qui j'avais construit une vie. La femme que j'avais choisie. La femme dont j'avais élevé le fils comme le mien. Et j'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas un effondrement, juste un basculement. Comme un mur porteur qui avait reçu un coup de trop et qui commençait enfin à se fendre. Retourne à l'intérieur, j'ai dit, je rentre à la maison. Clément, j'ai besoin de réfléchir. J'ai levé la main. On parlera demain, mais là tout de suite, j'ai besoin de ne plus être sur ce trottoir avec toi. Je suis allé vers mon camion. Elle n'a pas suivi cette fois. Le trajet jusqu'à notre maison à Villeurbanne a duré 20 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit, les mains à 10h10, regardant les lumières défiler. Au moment où je me suis garé dans l'allée, quelque chose avait déjà changé dans ma tête. Une partie calme et méthodique de mon cerveau, celle que je réservais d'habitude aux devis et aux litiges de chantier, s'était activée et n'allait pas s'éteindre. Je suis entré. Théo dormait. La baby-sitter, notre voisine Madame Brunet, m'a fait un signe de tête rapide depuis le canapé et s'est éclipsée sans un mot. Je suis resté dans le couloir une minute devant sa porte, écoutant le silence. Puis je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté à notre compte de téléphonie joint. Je me suis dit que j'avais juste besoin de savoir. Juste la forme de la chose, depuis combien de temps, à quelle fréquence. Ce que j'ai trouvé dans les 15 minutes suivantes a rendu l'air froid de l'extérieur presque chaleureux en comparaison.
Le numéro de Damien Faure apparaissait 47 fois au cours des 2 derniers mois seulement. Des fins de soirée, des après-midi de week-end. Un appel à 23h40 un mardi soir qui avait duré 1h12. La nuit où elle m'avait dit qu'elle était coincée à un dîner avec un client. Et puis, plus loin dans le journal d'appel, un numéro que je ne reconnaissais pas. Un numéro local. Des dizaines d'appels remontant à presque 4 mois. Le plus récent datait d'il y a 3 jours. J'ai fixé ce numéro pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé. Le numéro a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. La voix qui a répondu était prudente. Un homme d'une quarantaine d'années, à l'oreille. Le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui ne décroche pas aux numéros inconnus par habitude, mais qui avait fait une exception ce soir. Allô? Je m'appelle Clément Mercier, j'ai dit. Je suis le mari de Noémie. Je vois votre numéro sur les relevés de son téléphone depuis 4 mois. Je pense que vous et moi devrions discuter. Un silence assez long pour que je pense qu'il allait raccrocher. Puis, comment avez-vous eu ce numéro? Compte joint. Elle a oublié ce détail. J'ai gardé une voix ferme. Je ne vous appelle pas pour vous menacer. Je veux juste la vérité. Comment connaissez-vous ma femme? Une autre pause. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. La méfiance avait laissé place à quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation. Je m'appelle Rémi Paris, a-t-il dit. Noémie et moi étions mariés avant vous. Je m'en doutais déjà. L'entendre confirmer m'a quand même fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Elle m'a dit que vous étiez parti en les abandonnant, elle était haut, quand le petit avait à peine 1 an. Un petit bruit amer, pas vraiment un rire. C'est ce qu'elle a dit? Ce n'était pas une question. Je ne suis pas parti, monsieur Mercier. C'est elle qui a demandé le divorce. Elle a dit que le mariage était brisé au-delà de toute réparation. J'ai signé les papiers parce que je l'aimais assez pour la laisser partir si c'était ce dont elle avait besoin. Elle a pris la maison, la moitié de mes économies et mon véhicule de fonction. J'avais 35 ans, je repartais de zéro. Il a fait une pause. Et elle a pris Théo. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte quand les choses se sont effondrées entre nous. Elle ne me l'a jamais dit. Je me suis assis très droit sur ma chaise de cuisine. La maison était silencieuse autour de moi. Quelque part au bout du couloir, Théo dormait. Vous dites que vous ne saviez pas pour votre fils? Pas avant il y a environ 4 mois, a dit Rémi. Je l'ai découvert par une amie commune. Une vieille connaissance de la fac. Elle a mentionné que Noémie avait un garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. J'ai cherché à la joindre. Noémie a décroché, ce qui m'a surpris. Nous discutons depuis. Il s'est arrêté. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit sur la raison de nos contacts, mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais été au courant pour Théo. Si je l'avais été, j'aurais été là. Quoi que vous pensiez de moi, je dois vous dire que je l'ai cru. Je ne voulais pas, mais je l'ai cru. Il y avait trop de sincérité brute dans sa voix pour que ce soit une comédie. Elle vous a dit que notre mariage était fini, n'est-ce pas? J'ai dit cela sans que ce soit une question. Silence. Elle disait que les choses étaient compliquées. J'ai posé le téléphone une seconde et j'ai regardé le plafond. Puis je l'ai repris. Rémi, je vais être franc avec vous. J'ai découvert ce soir que Noémie voyait un homme de son bureau. Vos appels sont une chose à part. Ce à quoi je fais face est plus gros qu'un simple journal d'appel. Je me suis frotté le visage avec ma main libre. Théo ne sait pas que vous existez. Il m'appelle papa. Je suis son père depuis 5 ans. Je sais, a dit Rémi, et sa voix s'est étranglée. Et je ne suis pas là pour briser la vie de ce gamin. Mais j'ai des droits que j'ignorais avoir jusqu'à récemment. J'ai déjà consulté un avocat. Bien, j'ai dit. Et je suis dedans, même si le mot me paraissait étrange. Moi aussi. Dès demain. J'ai raccroché. Je suis resté à cette table pendant encore 20 minutes sans bouger. Puis je suis monté, j'ai vérifié que Théo dormait bien une dernière fois, et je me suis allongé sur le lit, tout habillé, fixant le plafond jusqu'à 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi, mais au lever du soleil, j'avais un plan. J'ai appelé Maître Legrand à 7h15 du matin.
C'était un avocat que j'avais utilisé 2 fois auparavant. Une fois pour un litige avec un sous-traitant, une autre fois quand un fournisseur avait essayé de m'arnaquer sur une commande de matériaux. Tranchant, direct, pas de fioritures. Exactement ce dont j'avais besoin. Il a décroché à la 3e sonnerie et j'ai tout déballé. Les toilettes, les relevés téléphoniques, Damien Faure, Rémi Paris, Théo, tout. Il a écouté sans m'interrompre, ce que je respectais chez lui. Quand j'ai fini, il a dit, passez à mon cabinet à 10 heures. Ne lui parlez de rien de tout cela avant d'arriver ici. Je ne l'ai pas fait. Quand Noémie est rentrée à 8h30, elle avait apparemment passé la nuit chez une amie. Aucune explication n'a été proposée. J'étais dans la cuisine en train de boire du café et de lire les nouvelles sur mon téléphone comme n'importe quel autre vendredi matin. Elle m'étudiait depuis le pas de la porte comme si elle essayait de comprendre à quelle version de moi elle avait affaire. On doit parler, a-t-elle dit. On le fera, j'ai répondu, juste pas tout de suite. J'ai un chantier à vérifier à 9h. C'était un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Elle a hésité puis est montée. J'ai entendu la douche s'allumer. Le bureau de Maître Legrand se trouvait dans un immeuble de verre près de la place Bellecour, le genre d'endroit qui sent le café coûteux et l'autorité tranquille. Je me suis assis en face de lui et je l'ai regardé prendre des notes avec cette précision sereine qui le caractérisait. Première chose, dit-il en posant son stylo. Les actifs. Avant toute chose, j'ai besoin que vous rassembliez tout ce que vous pouvez trouver. Documents de propriété, compte joint, certificat d'immatriculation, relevé d'investissement, tout. Pouvez-vous y accéder depuis chez vous? La plupart, j'ai dit. C'est moi qui gère les finances du foyer. Toujours. Il a hoché la tête. Bien, parce que voici ce que je veux que vous cherchiez, tout transfert, changement d'intitulé de compte ou modification que vous n'avez pas initié au cours des 12 derniers mois. Je l'ai regardé. Vous pensez qu'elle a déplacé de l'argent? Je pense que vous devriez le découvrir avant qu'elle ne sache que vous cherchez. Il s'est adossé à son fauteuil. Les gens qui préparent une sortie ont tendance à préparer le terrain d'abord, surtout quand ils y travaillent depuis un moment. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là pendant que Noémie était au travail et Théo à l'école. Je me suis assis à la table de la cuisine avec tous les documents que j'ai pu trouver et mon ordinateur ouvert sur chaque compte que nous partagions. Cela m'a pris 2 heures. À la fin de ces 2 heures, j'avais une sensation de vide et de nausée qui n'avait rien à voir avec la trahison sentimentale et tout à voir avec un calcul froid et délibéré. Le camion, un Renault Master que j'avais acheté il y a 2 ans pour l'entreprise, enregistré à nos 2 noms pour des raisons fiscales, avait été réimmatriculé il y a 8 mois. À son nom propre uniquement. Le livret d'épargne que nous avions ouvert ensemble pour les futures études de Théo avait été vidé de moitié. 12 000 € déplacés en 4 virements distincts sur 6 mois. Chacun juste en dessous du seuil de signalement automatique. Et la carte de crédit jointe montrait des frais que je n'avais jamais vus, des hôtels, des restaurants, une facture de bijouterie pour quelque chose qui n'était jamais arrivé à la maison. J'ai tout photographié, imprimé ce que je pouvais, mis le tout dans un dossier et je suis retourné directement au bureau de Maître Legrand. Il a parcouru les pages sans expression. Puis il a levé les yeux. Elle prépare ça depuis au moins 8 mois, a-t-il dit. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a fait des erreurs, des petites, mais suffisantes. C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va se battre férocement quand elle réalisera que la porte a été verrouillée de l'intérieur. Il a posé le dossier. La meilleure nouvelle, c'est que c'est vous qui tenez la clé. Je suis rentré chez moi en ressentant quelque chose que je n'attendais pas. Pas du soulagement, pas de la colère, mais une sorte de clarté. Comme sur un chantier après une démolition, quand on voit enfin la structure réelle en dessous. Ce qui tient encore, ce qui doit partir, et avec quoi on travaille exactement. Je suis allé chercher Théo à l'école à 16h30. Il a parlé pendant tout le trajet d'un projet d'histoire sur Napoléon, et j'ai écouté chaque mot. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'allait pas être pris entre 2 feux. J'allais m'en assurer. Maître Legrand m'a appelé le lundi matin d'un ton qui signifiait qu'il avait réfléchi tout le week-end. Voici où vous en êtes, a-t-il dit. Vous avez des malversations financières. Le camion détourné, les retraits du fonds d'études, les frais de carte de crédit. C'est réel et documenté. Vous avez des relevés téléphoniques établissant un schéma de contact avec 2 hommes,
dont l'un est un collègue. Vous avez une femme qui prépare une stratégie de sortie depuis près d'1 an. Il a fait une pause. Ce que vous n'avez pas encore, c'est le levier total. Elle ne sait pas ce que vous savez. C'est votre atout le plus précieux en ce moment. Ne le gaspillez pas trop tôt. Vous dites qu'il faut attendre. Je dis qu'il faut être intelligent sur le timing. Laissez-la penser qu'elle contrôle encore le récit. Pendant ce temps, nous construisons. Je veux qu'un expert comptable judiciaire examine chaque compte joint en remontant sur 3 ans. Je veux que la réimmatriculation du véhicule soit revue pour fraude potentielle. S'il s'avère qu'elle a imité votre signature sur ce transfert, c'est une toute autre affaire. Et je veux que vous teniez un journal quotidien, date, heure, observation, tout. J'ai commencé le journal l'après-midi même, caché dans un cahier ordinaire rangé derrière une pile de catalogues de raccords de tuyauterie sur l'étagère de mon bureau. Personne n'allait chercher là. Noémie est rentrée ce soir-là comme si de rien n'était. Elle a fait le dîner. Elle a interrogé Théo sur l'école. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles du chantier de l'avenue Jean Jaurès. J'ai répondu à tout sur le même ton qu'elle. Calme, ordinaire, sans relief. Si elle attendait que j'éclate ou que je m'effondre, elle se trompait de train. C'est devenu le rythme des 10 jours suivants. Elle jouait la normalité, je jouais l'ignorance. La différence était que sa performance visait à gagner du temps, et la mienne à accumuler des preuves. Au 4e jour, Maître Legrand m'a appelé pour me dire que l'expert avait repéré quelque chose d'autre. Il y a 18 mois, Noémie avait ouvert un compte d'épargne personnelle dans une autre banque, une banque que nous n'avions jamais utilisée ensemble. Elle y faisait des dépôts toutes les 2 semaines. De petites sommes, assez irrégulières pour éviter d'attirer l'attention. Le solde total était de 41 000 €. 41 000 € qu'elle mettait discrètement de côté pendant que je payais le crédit immobilier, les factures, les fournitures scolaires de Théo, son assurance auto et son abonnement à la salle de sport sans me poser de questions. Je suis resté silencieux avec ce chiffre pendant un long moment. Puis j'ai demandé, peut-on prouver que cet argent vient du budget familial? On y travaille, a dit l'avocat. Mais même si on ne peut pas tracer la source à 100%, l'existence d'un compte caché, jamais divulgué, accumulé pendant le mariage, est un actif matériel qu'elle sera obligée de déclarer. Si elle ne le fait pas volontairement, nous le ferons. Je l'ai remerciée et je suis retourné au travail. J'avais une équipe qui installait un nouveau système de plomberie commerciale dans un centre médical à Villeurbanne. J'ai passé le reste de l'après-midi sur place, à faire ce que j'avais toujours fait, être présent, me salir les mains, m'assurer que le travail était bien fait. Il y a quelque chose de stabilisant dans le travail manuel quand votre tête est pleine de choses que vous ne pouvez pas réparer avec vos mains. Ça ne résout rien, mais ça vous permet de rester debout. Au 8e jour, Rémi Paris m'a rappelé. J'ai pris un avocat, a-t-il dit. Nous demandons une reconnaissance de paternité. Je voulais que vous la preniez par moi avant que les papiers n'arrivent. J'apprécie, j'ai répondu. J'étais assis dans mon camion sur le parking du centre médical, moteur coupé, regardant un pigeon traverser l'asphalte avec une grande détermination. Qu'est-ce que vous espérez, Rémi? Pour Théo? Il a été silencieux un instant. Je ne veux pas être une perturbation, a-t-il dit prudemment. Je sais que ce garçon a une vie. Je sais que vous avez été son père dans tout ce qui compte. Je n'essaie pas d'effacer cela. Une autre pause. Mais je veux qu'il sache que j'existe. Je veux avoir la chance de le connaître. C'est tout ce que je demande pour le moment. C'était une demande raisonnable. Je le lui ai dit. Il a semblé surpris, ce qui m'a fait comprendre qu'il s'attendait à une guerre. Une chose, j'ai ajouté, quoi qu'il arrive juridiquement, c'est moi qui annoncerai la vérité à Théo. Pas un document de tribunal, pas l'avocat de Noémie. Moi. Pouvez-vous accepter cela? Oui, a-t-il dit sans hésiter. Absolument. Nous avons raccroché. Je suis resté là encore quelques minutes. Puis j'ai démarré le camion et je suis retourné sur le chantier parce qu'il y avait des tuyaux à vérifier et une équipe qui attendait des réponses, et le travail ne s'arrête pour rien de tout cela. C'est arrivé un mercredi soir, 11 jours après la soirée. J'aidais Théo avec un exercice de maths à la table de la cuisine, des divisions, qu'il détestait avec la passion concentrée d'un enfant de 9 ans qui se sentait lésé par les chiffres. Noémie était à l'étage.
On l'entendait bouger, le son étouffé de sa voix au téléphone de temps en temps. Théo a fini un problème, a vérifié sa réponse 2 fois, puis a levé les yeux vers moi avec cette expression qu'il avait quand quelque chose lui trottait dans la tête depuis trop longtemps. Papa, dit-il, à l'école aujourd'hui, Lucas a dit un truc. J'ai gardé une voix calme. Qu'est-ce que Lucas a dit? Théo a regardé son cahier. Il a dit que sa mère lui avait dit que tu n'étais pas mon vrai papa. Il a fait une pause. Il a dit que mon vrai papa était quelqu'un d'autre. C'est vrai? La cuisine est devenue soudainement très silencieuse. J'ai posé mon crayon et je me suis tourné vers lui. Théo, regarde-moi. Il l'a fait. Ses yeux étaient sérieux et fixes. Il avait toujours été un enfant sérieux, plus vieux que son âge par certains aspects. La mère de Lucas ne connaît pas notre famille, j'ai dit. Ce que je peux te dire, c'est ceci, j'ai été là chaque jour de ta vie dont je me souviens. J'étais à ton premier match de foot, au 2e et au 3e. C'est moi qui suis resté avec toi aux urgences quand tu t'es cassé le bras en CE1. C'est moi qui t'emmène à l'école et qui t'aide avec ces divisions. J'ai soutenu son regard. Est-ce que tout ça ressemble à ce qu'un vrai papa ferait? Il y a réfléchi avec le même sérieux qu'un problème de maths. Non, dit-il. Enfin si. C'est ce que font les vrais papas. C'est ça. Il a été silencieux un instant, puis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jean, quelqu'un que je ne connais pas? J'ai pris une inspiration. C'était le moment auquel je pensais depuis 11 jours. Je n'allais pas lui mentir, mais je n'allais pas non plus déverser tout le poids de l'histoire sur un enfant de 9 ans un mercredi soir devant des divisions. Il y a des choses dont ta maman et moi devons discuter d'abord, j'ai dit, et ensuite toi et moi aurons une plus longue discussion, une vraie, où je répondrai à toutes tes questions. Je te le promets, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, je te dirai la vérité. Tu peux faire ça? Théo m'a étudié pendant une longue seconde, puis il a hoché la tête, un hochement ferme. D'accord, dit-il, et il s'est remis à son exercice. Je suis resté là à le regarder travailler et j'ai senti un serrement dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec Noémie, Damien Faure, Rémi Paris ou les 41 000 € cachés. Cela concernait ce garçon assis à côté de moi, mâchant sa gomme de crayon, qui méritait mieux que cette situation construite autour de lui sans son consentement. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Legrand et je lui ai dit qu'il était temps de bouger. Pas parce que j'étais à bout de patience, j'en avais encore beaucoup, mais parce que Théo m'avait posé une question directe, et que j'avais promis une réponse honnête, et je n'étais pas le genre d'homme à laisser ses promesses sur une étagère. Encore 2 jours, a dit l'avocat. L'expert comptable finit son rapport demain. Nous lançons la procédure vendredi. Vendredi, j'ai accepté. J'ai raccroché et je suis allé travailler. Mais toute la journée, sur chaque chantier, dans chaque conversation avec mes gars, une partie de mon esprit était tournée vers ce petit garçon et le poids d'une question qui méritait une réponse. Le rapport de l'expert est arrivé le jeudi après-midi. 23 pages détaillant chaque irrégularité dans nos finances depuis 3 ans. Maître Legrand m'a appelé alors que j'étais sur un chantier. Je me suis écarté pour prendre l'appel sur le parking, m'appuyant contre mon camion sous un vent de novembre qui transperçait ma veste de travail. Le résumé était accablant. Au-delà du camion détourné et du livret d'épargne vidé, le rapport identifiait un schéma de retrait d'espèces sur notre compte courant. Toujours les jeudis, toujours entre 200 et 300 €, toujours à un distributeur à 2 km du bureau de Noémie. 41 retraits sur 22 mois. Le total s'élevait à un peu plus de 9 000 €. Combiné avec le compte d'épargne caché, Noémie avait déplacé environ 50 000 € de notre vie commune sans que je le sache. Elle fait ça depuis bien avant Damien Faure, a précisé l'avocat. Ça précède sa rencontre avec lui d'au moins 8 mois. Ce qui signifie que ce n'était pas pour lui, j'ai dit. Ce qui signifie qu'elle avait un plan de sortie avant même d'avoir une raison apparente, ou que la raison était déjà là mais gardée secrète. Il a fait une pause. Quoi qu'il en soit, la documentation est solide. Nous déposons la demande demain matin. Les papiers lui seront signifiés à son bureau vendredi après-midi. J'y ai réfléchi une seconde. Son bureau, le cabinet d'avocat où elle travaillait, entouré de confrères. Elle va comprendre immédiatement l'ampleur des dégâts juridiques, j'ai dit. Oui, a répondu Maître Legrand. C'est le but. Elle n'aura pas le temps de préparer une contre-attaque avant le week-end.
son employeur sera au courant avant la fermeture vendredi soir. Et l'avocat de Rémi Paris a déposé la demande de paternité ce matin. Le processus est officiellement lancé. Je suis resté sur ce parking un moment après avoir raccroché, regardant l'un de mes gars transporter des tuyaux de cuivre avec une efficacité tranquille. Je respectais énormément cela, connaître sa fonction et l'accomplir proprement. J'avais passé 22 ans à bâtir une entreprise sur ce principe. Noémie avait passé 22 mois à démanteler discrètement tout ce que j'avais construit. Je suis retourné au travail. J'ai passé le reste du jeudi à faire ce que je faisais toujours. Mes gars ne savaient pas que quelque chose n'allait pas parce que je ne montrais rien. Je réglais mes problèmes en privé et je restais pro. C'était la seule façon que je connaissais de fonctionner. Le jeudi soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans mon garage en train de revoir les factures de la semaine quand Damien Faure a appelé sur mon portable personnel. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais il s'est présenté immédiatement. Sa voix était contrôlée, mais on sentait l'homme qui essaie de négocier sa sortie d'un immeuble en flammes. « Monsieur Mercier, dit-il, je sais que vous n'avez aucune raison de prendre cet appel. Je vous demande juste 5 minutes. » « Vous en avez 3, j'ai répondu. Il a pris une inspiration. « Je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé avec Noémie, je ne vais pas prétendre que ce n'était pas mal. Ça l'était. Mais je veux que vous sachiez qu'elle m'a affirmé que votre mariage était fini depuis longtemps. Que vous viviez séparément et que ce n'était plus qu'une question de paperasse. Et vous l'avez cru ? Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû m'éloigner dès qu'elle m'a dit ça. » Il a fait une pause. « La raison pour laquelle je vous appelle, c'est que je fais l'objet d'une enquête interne au cabinet, et on a demandé à Noémie de faire une déclaration. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais je ne vais pas mentir pour la protéger. Quoi qu'elle vous ait dit sur moi, je coopère pleinement avec les ressources humaines. Si cela peut aider votre dossier de divorce, je suis prêt à confirmer ma coopération par l'intermédiaire de votre avocat. » Je suis resté silencieux. Pourquoi me dire ça ? Parce que je ne suis pas un homme bien dans cette histoire, a dit Damien, mais je ne suis pas le pire non plus. Et je pense que vous méritez de savoir que la femme que vous avez épousée avait prévu tout ça bien avant une soirée dans des toilettes. Je ne l'ai pas remercié. Mais je lui ai dit d'envoyer sa déclaration à Maître Legrand. Il a dit qu'il le ferait. Nous avons raccroché. J'ai noté l'appel dans mon journal et je suis allé voir Théo. Le vendredi a tout changé, et très vite. L'huissier a joint Noémie au cabinet à 14h47. Je connais l'heure exacte parce que Maître Legrand m'a envoyé un SMS. J'étais dans la cabine de mon camion quand mon téléphone a vibré. Noémie m'a appelé à 15h15. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé à 15h32. Puis à 15h50, elle a envoyé un message, « On doit parler maintenant. » C'est de la folie. Appelle-moi. J'ai appelé mon avocat à la place. Comment a-t-elle réagi ? Son supérieur m'a appelé directement 20 minutes après la signification, a dit l'avocat. Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Apparemment, Noémie était visiblement dévastée au bureau. L'associé principal, qui semble être au courant de l'affaire avec Damien Faure, lui a demandé de prendre le reste de sa journée. Il a ajouté, elle sait aussi maintenant que la demande de Rémi Paris est active. Les deux nouvelles sont tombées en même temps. Bien. Clément, dit l'avocat, elle va rentrer ce soir en voulant négocier. Elle va être émotive. Elle sera peut-être désolée et elle va essayer de savoir ce que vous savez. Ne dites rien. Ne négociez pas. Si elle parle d'argent, dites-lui de contacter mon bureau. Si elle parle de Théo, dites-lui que son bien-être est votre priorité et que votre avocat s'en occupe. C'est tout. Compris, j'ai dit. Je suis rentré. Théo était chez un copain d'école jusqu'à 18h. J'avais organisé cela discrètement pour que la première heure se passe sans lui. Noémie était déjà là. Sa voiture était dans l'allée. Je suis entré et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, encore en vêtements de travail, ses mains à plat sur la table comme si elle essayait de ne pas trembler. Elle a levé les yeux. Ils étaient rouges, mais secs. Elle avait pleuré, mais elle s'était ressaisie. Je devais lui reconnaître ça, elle ne s'effondrait pas facilement. « Assieds-toi, dit-elle. » Je suis très bien debout, j'ai répondu.
J'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis appuyé contre, les bras croisés. Tu as demandé le divorce, a-t-elle dit. Sa voix était stable, mais de justesse. Sans m'en dire un mot. Sans une seule discussion. On a eu plusieurs discussions, j'ai dit. Tu as passé la plupart d'entre elles à me dire que j'étais le problème. Clément. Noémie, j'ai gardé une voix mesurée, je sais pour le compte caché. Je sais pour les 41 000 euros. Je sais pour les 9 000 euros retirés le jeudi. Je sais pour le camion. Et un expert en documents examine si ta signature sur le certificat de cession est bien la mienne. J'ai regardé son visage à chaque point marqué. Je sais pour Rémi Paris. Je sais qu'il n'est pas parti. Je sais qu'il ignorait l'existence de Théo. Et je sais que tu es en contact avec lui depuis 4 mois en me mentant. Je me suis redressé. J'en sais assez. Mon avocat sait le reste. Elle me fixait. La façade commençait à se fissurer. Ses mains s'étaient crispées sur la table. J'allais te le dire, dit-elle à propos de Rémi. Je cherchais comment. Tu as eu 5 ans pour trouver comment, j'ai répliqué. Tu as réussi à trouver comment ouvrir un compte secret. Tu as réussi à trouver comment déplacer de l'argent par petites sommes pour ne pas être repéré. Tu sais très bien trouver des solutions quand ça sert tes intérêts. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste. J'ai pesé le mot. Noémie, tu as pris 12 000 euros sur le compte d'études de Théo pour les mettre sur un compte avec lequel tu comptais partir. Tu as fait ça à ton propre fils. J'ai secoué la tête. On a dépassé le stade du juste. Elle est restée silencieuse longtemps. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Qu'est-ce qui va se passer pour Théo? A-t-elle fini par demander. Sa voix était plus petite maintenant. Théo aura la vérité, j'ai dit. Par moi, au bon moment, de la bonne façon. Et ensuite, il aura de la stabilité, ce qui signifie qu'il reste dans cette maison, dans son école, avec ses habitudes. Quel que soit l'accord de garde, cela ne changera pas. J'ai soutenu son regard. Mais c'est entre nos avocats désormais. Elle a regardé la table, puis a hoché la tête une fois, un geste de défaite, le premier geste honnête qu'elle faisait depuis la soirée. J'ai repris mes clés et je suis sorti de la cuisine. J'avais 45 minutes avant que Théo ne rentre. Je les ai passées sur la terrasse, dans le froid, regardant le jardin s'assombrir. Quand la voiture qui ramenait Théo est arrivée, j'étais à la porte pour l'accueillir. Il avait une tache de chocolat sur la joue et un air de pur contentement. C'était bien? J'ai demandé. Génial, dit-il en courant vers l'intérieur. J'ai souri pour la première fois de la journée. L'audience préliminaire a eu lieu un mardi matin de décembre. Maître Legrand m'avait prévenu que ce serait procédural. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est à quel point il serait étrange d'être assis d'un côté d'une table de tribunal et de regarder la femme qui avait partagé mon lit pendant 5 ans s'asseoir de l'autre côté. Son avocate était compétente, polie, et elle a argumenté que Noémie avait fait des erreurs de jugement personnel mais qu'elle était une mère présente. Elle a reconnu les écarts financiers comme des points à résoudre. Elle n'a pas mentionné le compte caché directement, ce qui voulait dire qu'ils allaient essayer de minimiser. Maître Legrand n'a pas bronché. Il a exposé les faits comme on pose du carrelage, droit, mesuré, incontestable. Le camion, le compte caché de 41 000 euros, les 9 000 euros retirés, le fonds d'études vidé. Le juge, un homme d'une 60aine d'années, prenait des notes. Quand l'avocat a mentionné la fraude possible sur la signature pour le véhicule, le juge a levé les yeux et a posé une question directe à l'avocate de Noémie. Nous sommes sortis en moins de 2 heures. Dans le couloir, Maître Legrand m'a dit, elle va négocier. Son avocate sait que le risque pour fraude est réel. Ils ne veulent pas que ça aille plus loin. Attendez-vous à une offre sous 10 jours. Quel genre d'offre? Elle rend le camion et rembourse le fonds d'études. Elle va probablement se battre pour une partie du compte caché. On fera une contre-offre. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Pour la garde, c'est plus simple que prévu. Elle ne conteste pas la résidence principale chez vous. 10 jours plus tard, l'offre est arrivée. Noémie rendait le camion, remboursait intégralement le compte de Théo,
partageait le compte caché à 60/40 en ma faveur et acceptait la garde alternée avec résidence principale chez moi. J'ai signé. Un accord de divorce ne ressemble pas à une victoire. C'est juste une porte qui se ferme, le clic sourd de quelque chose qui était ouvert. Je suis rentré chez moi sous une neige légère et j'ai pensé à ces 5 années, au dîner, au match de foot de Théo, et j'ai laissé le poids de tout cela m'envahir le temps du trajet. Puis je me suis garé et je suis entré. Théo était à table. Il m'a demandé si je voulais savoir ce qu'il avait appris sur l'Empire romain. J'ai dit oui. Je me suis assis et j'ai écouté. 2 jours avant Noël, Rémi Paris est venu de Marseille pour ce que nous avions convenu d'appeler une première rencontre. Pas d'avocat, juste 2 hommes et un enfant dans une brasserie. J'avais prévenu Théo la veille, calmement, comme promis. Je lui avais dit que Rémi était son père biologique, qu'il ne l'avait pas su pendant longtemps, et que cela ne changeait absolument rien à notre relation. Théo était resté très calme, posant 2 questions, si Rémi avait l'air d'un type bien, et si j'allais arrêter d'être son papa. Je lui ai dit que Rémi semblait honnête et que les pères ne sont pas faits par la biologie, mais par le fait d'être présents tous les jours. Théo a hoché la tête, puis a demandé s'il pouvait prendre une gaufre à la brasserie. On a pris des gaufres. Rémi est arrivé, un homme calme qui semblait avoir préparé son sang-froid. Il m'a serré la main en premier, ce que j'ai apprécié. Puis il a regardé Théo et a dit simplement « Salut bonhomme, je suis vraiment content de te rencontrer ». Théo l'a observé avec le regard d'un enfant qui attend des preuves avant de juger. Puis il a dit « Tu aimes le foot ?» Le visage de Rémi s'est éclairé. « J'y jouais au lycée, dit-il. »« Je suis attaquant », a répondu Théo en se poussant pour lui faire de la place sur la banquette. J'ai bu mon café et je les ai regardés parler. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas du bonheur, mais de la justesse. La justesse d'une chose compliquée traitée avec décence. Janvier est arrivé avec un grand froid et plus de boulot que prévu. J'ai embauché 2 nouveaux plombiers en février, ce qui portait mon équipe à 16 personnes. Mon entreprise tournait à plein régime. J'avançais avec une concentration nouvelle. Théo avait ses habitudes, l'école, les entraînements le mercredi, les dîners avec moi. Il s'adaptait avec cette résilience qu'ont les enfants quand les adultes sont stables autour d'eux. Il voyait Noémie un week-end sur 2. Les échanges étaient brefs, polis, coordonnés par SMS. Elle avait emménagé dans un appartement en centre-ville. Quoi qu'elle construise sur les ruines de ce qu'elle avait fait, elle le faisait sans moi. Damien Faure avait été licencié du cabinet début décembre. L'enquête interne avait montré qu'il avait utilisé des ressources de l'entreprise pour des affaires privées, violant son contrat. Noémie avait témoigné, sans chercher à le protéger. Elle avait assez d'instinct de survie pour savoir que le couvrir l'aurait coulé aussi. Rémi Paris montait 1 fois par mois. Lui et Théo avaient trouvé leur rythme. Des appels vidéo, un match de foot au printemps où nous étions tous les 2 présents sans incident. En février, Théo est rentré avec un dessin fait en classe. La consigne était de dessiner sa famille. Il avait dessiné une maison avec un grand arbre. Devant la maison, il y avait 2 silhouettes, une grande et une petite. La grande portait l'étiquette Papa en lettres capitales. Je l'ai mis sur le frigo. Ce printemps-là, j'ai fini de payer l'entrepôt de mon entreprise. Je suis resté sur le parking un samedi matin, mon café refroidissant dans ma main, regardant le bâtiment qui portait mon nom sur l'enseigne. J'ai pensé aux 50 000 € détournés. J'ai pensé au compte caché, aux camions et aux plans qui tournaient en arrière-plan de ma vie depuis 2 ans. J'ai pensé à tout ce qui aurait pu être différent si je n'étais pas allé à cette fête, si je n'avais pas marché dans ce couloir, si je n'avais pas appelé l'avocat à 7h15 ce vendredi matin. Et puis j'ai pensé à Théo dans la brasserie, faisant de la place sur la banquette pour un homme qu'il venait de rencontrer. J'ai fini mon café et je suis retourné au travail. Certains hommes construisent des choses avec de grands discours. Moi, j'ai toujours été plus à l'aise avec la version silencieuse, être là, faire le job correctement, laisser quelque chose de solide derrière soi. C'est ce que je suis. C'est ce que je resterai.